Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette cérémonie de remise des prix de thèse FNEJ, cérémonie un petit peu particulière cette année. Vous connaissez la mauvaise nouvelle, eh bien cette cérémonie n'a pas eu lieu le 28 mai, comme elle devait normalement avoir lieu. Et nous avons décidé eh bien, de la proposer sur ce mode distanciel, ce qui nous fera d'autant plus apprécier eh bien, la session prochaine en 2021. Alors, vous connaissez le principe des prix de thèse FNEJ. Il y a 3 prix qui sont délivrés. Le premier, c'est le prix de la meilleure thèse en gestion en 180 secondes. Le deuxième prix, c'est le prix de la meilleure thèse transdisciplinaire. Et le troisième prix est le prix de la meilleure thèse baromètre. Alors, je vous propose que nous commencions tout de suite par le premier prix, le prix de la meilleure thèse en gestion en 180 secondes. Vous savez que toutes les associations académiques eh bien, ont choisi la meilleure thèse de leur domaine. Meilleure thèse en finance, en ressources humaines, en marketing, etc. Et donc les pitchs auxquels vous allez assister, ce sont les pitchs finalement des lauréats de ces meilleurs prix de thèse dans chacune des disciplines. C'est-à-dire que chacune de ces thèses eh bien, a déjà été sélectionnée parmi toutes les thèses délivrées dans la discipline cette année. Nous avons un jury qui est composé d'enseignants-chercheurs, qui est composé de managers. Ce jury va observer, regarder les pitchs et choisira eh bien, la meilleure thèse en gestion, la meilleure des meilleures, si je puis m'exprimer ainsi. Alors je remercie très très sincèrement tous les membres du jury. Je remercie aussi tous les candidats, tous les lauréats dans chacune des disciplines qui ont accepté de se prêter à cet exercice de pitch. Et je remercie bien évidemment tous les collègues des différentes associations scientifiques qui ont fait tout le travail eh bien, de sélection de la meilleure thèse dans leur domaine. Voilà, sans plus attendre, je vous propose que nous passions au premier pitch. La première thèse est une thèse qui nous est présentée par Amandine Mauss. C'est une thèse qui a été primée par l'AEI, l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Son titre, Évolution des business models d'incubateurs, contribution de la théorie des capacités dynamiques. C'est une thèse qui a été dirigée par le professeur Sylvie Samu. Des conséquences de la pandémie de Covid-19 que nous vivons actuellement sont notamment l'augmentation du nombre de défaillances d'entreprises et la destruction d'emplois. Ces deux effets néfastes questionnent notamment des politiques publiques de développement économique. Des solutions envisageables sont alors l'accompagnement des chefs d'entreprise vers le rebond entrepreneurial et l'accompagnement des chômeurs vers la création d'entreprises. Ces deux activités sont réalisées en France par les structures d'accompagnement. Vous connaissez certainement des structures d'accompagnement. Celles-ci ont été mises en avant par le gouvernement français pour développer une société plus entrepreneuriale. Station F, Paris Co, le réseau des ruches, le BIC de Montpellier en sont des exemples. L'origine du terme incubateur que j'utilise dans ma thèse pour qualifier ces organisations est très révélateur de leur rôle. Les incubateurs agissent en effet sur les entreprises, comme les dispositifs médicaux bien connus permettent aux enfants prématurés de survivre et de se développer, en leur apportant sécurité et alimentation. Ma thèse porte donc sur ces organisations, les incubateurs, et a pour objectif de comprendre comment celles-ci survivent et se développent dans un contexte devenu turbulent. En effet, en situation de danger dans un avion, on vous indiquera de mettre d'abord votre masque à oxygène afin de faire de même pour vos proches plus vulnérables. Aussi, il semble dès lors nécessaire de s'assurer de la bonne santé des incubateurs avant de pouvoir assurer la survie de jeunes entreprises en situation de crise. Je me suis donc intéressée aux voies choisies par les incubateurs pour créer des business models innovants, c'est-à-dire transformer la façon dont ils créent et capturent de la valeur. Et dans ce cadre, j'ai utilisé la théorie des capacités dynamiques. Mes résultats indiquent que les incubateurs s'hybrident désormais en travaillant avec le secteur public et le secteur privé pour développer des formes d'accompagnement originales comme l'accélération, le coworking, les hackathons, pour répondre aux besoins évolutifs des entrepreneurs.
Cette pratique d'hybridation est contre-intuitive. En effet, les attentes adressées à l'accompagnement par le secteur public et le secteur privé sont différentes, voire antagonistes. D'un côté, le secteur public attendra de l'accompagnement une participation au développement économique dans un esprit de service public. Quant au secteur privé, on espérera la création d'offres d'accompagnement sur mesure dont la finalité sera la génération de chiffres d'affaires. L'objectif des incubateurs est dès lors de travailler avec ces attentes différentes pour obtenir des ressources financières tant publiques que privées, notamment donc, et pour engager un processus d'innovation continue. Ces résultats de recherche permettent dès lors aux institutions publiques de mieux comprendre quels sont les besoins des incubateurs en cette période de crise. L'objectif sera alors de les accompagner à mettre leur masque à oxygène afin de guider nombre de jeunes entreprises durant et post-crise Covid-19. Merci. Alors maintenant, c'est Alice Falky. Alice Falky a soutenu une thèse en marketing. Elle a été primée par l'AFM, l'Association française de marketing. Son titre, « De l'intérêt d'impliquer les clients membres dans les phases d'idéation et de sélection d'un processus de co-innovation ». C'est une thèse qui a été dirigée par les professeurs Sonia Capelli et William Savani. Les marques vous sollicitent régulièrement pour les aider à innover. Vous avez peut-être voté pour le parfum de la prochaine Danette, suggéré des saveurs pour les glaces Ben & Jerry's, participé à l'élection du futur gel douche DOP, ou encore vous avez peut-être inventé un nouveau modèle de Lego, le spécialiste de la brique de construction. Ainsi, depuis plus de 15 ans, les entreprises se sont lancées dans la co-innovation avec les consommateurs ou les salariés. D'un côté, les consommateurs peuvent avoir des idées originales, mais elles peuvent parfois être irréalisables pour l'entreprise. D'un autre côté, les salariés prennent en considération les contraintes de l'entreprise, mais leurs idées sont souvent moins originales. Dès lors, la question du profil de consommateur le plus apte à proposer les meilleures idées se pose. Êtes-vous capable d'imaginer des idées innovantes? Êtes-vous suffisamment visionnaire pour anticiper les attentes du marché? Si oui, vous êtes peut-être un utilisateur pionnier. Et les chercheurs en marketing vous ont identifié comme un profil intéressant. Mais encore faut-il que l'entreprise vous trouve. Finalement, nous cherchons toujours le profil du co-innovateur idéal et les arguments pour le convaincre d'aider l'entreprise. Paradoxalement, face à ce défi, un profil particulier de consommateur n'a pas été considéré, le profil de client membre. Le client membre, qu'on appelle aussi sociétaire, est extraordinaire. Il a le don d'ubiquité. Il a un pied dans l'entreprise en tant que copropriétaire grâce à ses parts sociales et un pied en dehors en tant que client. Par exemple, vous êtes peut-être sociétaire de votre banque. À ce titre, vous pouvez participer à la gouvernance de l'entreprise et vous impliquer dans ses décisions stratégiques. Cette entreprise, on l'appelle une coopérative. On en compte 3 millions dans le monde. Dans ma thèse, je me suis demandé si les coopératives n'avaient pas un avantage en matière de co-innovation via la mobilisation de leurs clients membres. Afin d'évaluer l'intérêt de mobiliser les clients membres dans la co-innovation, j'ai collaboré avec des entreprises coopératives, notamment une banque. Ensemble, nous avons organisé un concours d'innovation auprès de leurs clients sociétaires et non sociétaires. Nous avons récolté 530 idées, puis environ 1000 clients ont voté pour leur idée préférée. L'analyse des données montre que les clients membres sont plus nombreux à participer et qu'ils proposent des idées de meilleure qualité, d'après une évaluation par des experts du secteur. Mes travaux montrent également que la co-innovation a le potentiel de renforcer le lien entre les clients et l'entreprise. Cela se traduit notamment par une intention plus élevée d'acheter des parts sociales. Ainsi, ma thèse montre que les clients membres sont une ressource pour innover et que la co-innovation constitue un outil efficace pour renforcer la relation avec les membres. Être une coopérative en matière de co-innovation, ça change tout. Merci. Thèse primée par la GRH, l'Association francophone de gestion des ressources humaines. C'est une thèse qui a été présentée par Léna Masson. Son titre,
le mode de gestion d'une industrie à risque, ses évolutions et ses effets. C'est une thèse qui a été dirigée par le professeur Julienne Brabet. Comment le système économique, à un niveau macro, oriente-t-il nos actions et nos relations au travail? C'est ce que j'ai pu analyser dans une grande entreprise industrielle en cours de privatisation. J'y ai observé la mutation des systèmes que cette entreprise déploie pour gérer à la fois les opérations, ses propres agents et ses sous-traitants. J'ai identifié les effets que produisent ces systèmes sur les comportements au travail. 3 niveaux donc, le niveau macro, système économique, le niveau méso, le système de gestion, et micro, les situations et relations de travail. Pour conduire mes recherches, j'ai mené 70 entretiens semi-directifs ainsi que 39 observations avec des acteurs tant sous-traitants que donneurs d'ordre. Si j'ai commencé par me centrer sur les sites de production et leur fonctionnement, j'ai vite dû m'intéresser à l'histoire de cette entreprise et à son environnement pour comprendre ce qui s'y déroulait. Comment la pénétration des logiques de marché l'a-t-elle transformée? Par le développement de la sous-traitance, transformant l'entreprise intégrée en réseau, mais aussi par l'introduction des méthodes du New Public Management, puis par l'ouverture à la concurrence et enfin l'amorce de sa privatisation. Ces bouleversements ont entraîné d'importantes difficultés financières pour l'entreprise, qu'elle tente d'atténuer en modifiant ses systèmes de gestion. D'abord pour ses propres agents. Le New Public Management privilégie la rationalité économique et financière, renforce la centralisation et le contrôle, place les individus et les services en concurrence. Mes travaux soulignent que, sur les sites industriels, cela conduit à des tensions importantes et à des difficultés de coopération et donc de coordination des activités. Cela conduit aussi à des écarts accrus entre des procédures conçues centralement et la réalisation de tâches complexes et interdépendantes, d'autant plus que le système de gestion de la sous-traitance a lui aussi été modifié. Autrefois, les entreprises sous-traitantes étaient sélectionnées sur la base de leurs compétences techniques et de relations passées. Aujourd'hui, le critère technique demeure, mais se conjugue à celui de la pression sur les prix, via une mise en concurrence accrue, réduisant les marges et augmentant le turnover des sous-traitants. Puis, lorsque ces derniers réalisent le travail, les arrangements autrefois habituels sur les sites sont affaiblis par une application stricte des clauses contractuelles. Au moindre écart, les sous-traitants payent des pénalités financières, ce qui attise bien souvent les tensions. Alors, leurs opérateurs se placent en retrait, ne prennent plus d'initiative, ils se désimpliquent. Tout cela conduit à des retards sur les chantiers, se chiffrant vite en millions d'euros, à des relations dégradées, à des acteurs qui perdent de vue le sens et l'intérêt d'un travail sous pression, géré par des dispositifs conçus loin du terrain. Cela révèle bien l'une des maladies du siècle, la déconnexion. Merci. La thèse maintenant de David Morquin. La thèse de David a été primée par l'AIM, l'Association Information et Management. Son titre, « Comment améliorer l'usage du dossier patient informatisé dans un hôpital vers une formalisation habilitante du travail, intégrant l'usage du système d'information dans une bureaucratie professionnelle ». C'est une thèse qui a été dirigée par les professeurs Roxana Oleganou-Tadei et Gérald Narot. Vous imaginez que dans les hôpitaux, on passe la majeure partie de notre temps à examiner les patients, à faire des diagnostics, des soins, des prélèvements, à opérer, réanimer, expliquer, rassurer. En tant que médecin hospitalier spécialiste des maladies infectieuses, même en pleine crise sanitaire, je peux témoigner que la plus grande partie de notre temps est consacrée devant un écran, seul ou à plusieurs, à saisir des informations, visualiser les informations, intégrer, valider les informations. Je ne parle pas des 1,5 million de mails par mois qui s'échangent dans mon hôpital, je parle du dossier patient informatisé. Celui dans lequel je saisis dans un champ texte ce que j'ai compris d'une situation clinique d'un patient donné pour que mon collègue qui travaillera cette nuit puisse comprendre ce qui s'est passé. Celui où je clique dans des dizaines de cases pour prescrire une perfusion,
celui dans lequel le secrétariat attribue les rendez-vous avec des listes déroulantes, celui dans lequel l'infirmier valide l'administration d'un médicament dans des bouteilles radio et la température dans un champ numérique. Le DPI permet de gérer les histoires individuelles, mais aussi les ressources de l'hôpital, les médicaments, les salles d'intervention, les dispositifs et la facturation à l'assurance maladie. L'hôpital dans lequel je travaille a investi 32 millions d'euros sur 10 ans en 2012 pour son DPI. Pour autant, 5 ans après, pour la moitié des personnes interrogées, c'est l'inadaptation perçue au processus de travail qui ressort. Sur la première partie de ma thèse article, j'ai étudié les difficultés d'implémentation, d'adoption, les échecs ou les zones grises d'usage des DPI dans les hôpitaux. Je me suis intéressé sur les particularités de l'implémentation dans les organisations professionnelles. J'ai cherché à montrer qu'une partie des difficultés était liée à une formalisation coercitive du travail induite par le logiciel. Ensuite, avec tous ces ingrédients, je me suis demandé si on pouvait améliorer l'usage du DPI dans un hôpital en post-implémentation en organisant la participation des utilisateurs pour décider des ajustements nécessaires dans une démarche habilitante. Dans le cadre d'une recherche-action, je suis donc allé faire des allers-retours entre de très nombreuses personnes pour leur dire raconte pourquoi ce n'est pas pratique, pourquoi c'est inadapté. Et pour que tout le monde se comprenne, j'ai fini par faire des cartes. Ces cartes permettaient de décrire si les possibilités offertes par la technologie, on dit les affordances, étaient perçues, actionnées, partiellement, totalement, pas du tout, volontairement ou non, selon les contextes et les groupes. Ces cartes permettaient de réfléchir aux situations d'interdépendance, de concurrence, en décrivant l'usage collectif sous forme de combinaisons d'actualisation d'affordances multiples. Ces cartes permettaient de réfléchir collectivement avec les utilisateurs, les gestionnaires, les éditeurs, au pourquoi de la situation, ce qu'on pouvait orchestrer comme changement, comme recombinaison. Je voulais soigner mon hôpital, du moins l'usage de son système d'information. Cela m'a amené à proposer un modèle théorique actionnable de résolution de l'inadaptation perçue des systèmes d'entreprise en post-implémentation. Je vous remercie. Merci. Thèse primée par l'AIMS, c'est la thèse d'Alice Frisé, Éviter la controverse, un regard institutionnaliste sur les habiletés d'une industrie proactive au Canada. C'est une thèse qui a été dirigée par les professeurs Olga Navarro-Flores et le professeur Corinne Gendron. Êtes-vous amateur de scotch ou de randonnée? Alors vous connaissez sûrement les tourbières, ces milieux humides pleins de mystères. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'industrie tourbière, l'industrie qui assèche ces milieux pour en extraire la tourbe, une ressource très prisée des horticulteurs? Pas vraiment? Ce n'est pas étonnant. En Europe, cette industrie qui autrefois était prospère s'est pratiquement éteinte. Il faut dire que la destruction des tourbières est une catastrophe pour l'environnement. Quand les écologistes l'ont découvert dans les années 90, ils ont plongé l'industrie dans une controverse si intense qu'elle a dû renoncer à une grande partie de ses activités. Dans ma thèse, j'ai cherché à comprendre précisément pourquoi cette controverse qui s'est révélée destructrice en Europe ne s'était jamais déplacée vers le plus grand producteur de tourbe au monde, le Canada. Pour voir comment l'industrie tourbière canadienne avait évité cette controverse, je suis allée rencontrer ses membres, ses scientifiques et ses consultants. Mais aussi des chercheurs indépendants et les groupes écologistes canadiens susceptibles de critiquer ces activités depuis les 30 dernières années. Et j'ai fait 2 belles découvertes. Premièrement, j'ai identifié les principaux critères à partir desquels les groupes écologistes canadiens sélectionnent les enjeux à mettre à leur agenda. Vu leur financement limité, ils soutiennent les enjeux qui peuvent interpeller de potentiels donateurs, c'est-à-dire les enjeux qu'ils jugent les plus graves et les plus urgents, causés par les industries les moins disposées à collaborer. Dans ce contexte, j'ai compris que l'exploitation tourbière ne les intéressait pas. En fait, et c'est ma seconde découverte, lorsque la controverse a frappé l'industrie européenne, les producteurs canadiens ont choisi de s'en distinguer radicalement. Plutôt que de nier, comme elle, son impact sur l'environnement, l'industrie canadienne s'est donnée pour mission de produire de la tourbe de façon responsable et faire savoir. Et pour y parvenir, elle a développé avec tous les acteurs susceptibles de la soutenir, mais aussi avec tous ceux qui pouvaient potentiellement lui nuire, des innovations qui intègrent ses objectifs à leurs valeurs et leurs préoccupations. Par exemple, elle a élaboré avec une équipe de scientifiques des techniques d'avant-garde pour redonner aux tourbières exploitées leur fonction écologique. Avec ses communautés locales, elle a créé des emplois et des programmes de formation.
Elle a développé avec les gouvernements des réglementations strictes, mais qui lui conviennent. Avec des horticulteurs soucieux de l'environnement, elle a perfectionné des alternatives à la tourbe. Et avec un groupe sceptique indépendant, elle a lancé la première certification en matière d'exploitation tourbière responsable. Bref, plutôt que de chercher à étouffer la controverse, elle en a fait un tremplin vers une plus grande acceptabilité sociale. Alors imaginez que cette stratégie d'évitement des controverses soit adoptée par d'autres industries, dès la conception de leurs produits et services, puis périodiquement, pour s'assurer que ces derniers soient toujours socialement acceptables. Ne serait-ce pas là finalement la clé d'une gestion vraiment responsable ? Je vous laisse y méditer, autour d'un whisky bien tourbé. Merci. Thèse primée par l'RPME. C'est une thèse qui est présentée par Eddy Yeza. La succession dans les entreprises familiales, le rôle des compétences sociales du successeur. C'est une thèse qui a été dirigée par le professeur Didier Chabot. Les questions qui me hantent le soir avant le coucher sont diverses et variées. Quel programme de la journée? Quel dessert pour demain? À quelle heure dois-je me rendre au SAMU social pour aider les plus démunis? Des questionnements de mon âge, rien de plus monotone. Mais il subsiste des questions qui ont hanté mes nuits, mais aussi mon quotidien. Pourquoi avoir suivi le passage entre les générations dans les entreprises familiales? Avoir étudié le comportement des membres de la famille? Avoir été leur confident? Et encore, avoir passé des nuits blanches à lire des centaines d'articles scientifiques. Avoir annulé des dizaines de soirées, de sorties. Oui, je me suis posé toutes ces questions et j'en ai encore. Vous allez me dire, est-ce le sentiment d'une frustration, d'un regret? Eh bien, figurez-vous que cela a été un pur bonheur, une expérience inédite. Échanger, discuter, analyser, écrire, réécrire, cela a été mon magnifique quotidien avec les dirigeants des entreprises familiales, mais aussi avec mon directeur de thèse que je remercie sincèrement. Pourquoi alors je m'intéresse aux entreprises familiales dans ma thèse? Tout simplement car elles représentent 83% des entreprises en France et réalisent plus de 60% du PIB national. Mais attention, nous risquons de perdre cette contribution économique parce que seulement 30% survivent à la deuxième génération. Donc, la succession dans les entreprises familiales représente aujourd'hui un sujet d'actualité. Certes, je ne suis pas le premier à traiter cette question, les recherches sont nombreuses, en revanche, elles négligent jusqu'à aujourd'hui la dimension relationnelle, c'est-à-dire les compétences sociales du successeur, cette capacité à interagir efficacement avec les autres. Donc l'objectif de ma thèse est de comprendre le rôle et l'impact des compétences sociales dans la transmission familiale. Pour répondre à cette interrogation, j'ai imaginé un protocole de recherche mixte, étude qualitative longitudinale pendant 4 ans, réalisant une série de 44 entretiens, 2 études quantitatives par le biais d'un questionnaire auprès de 180 successeurs, finalement pour avoir les résultats qui montrent que les compétences sociales permettent d'une part de saisir les opportunités d'affaires et faciliter l'obtention de financements, ce qui impacte positivement la performance financière, et d'autre part permet d'identifier les attentes et les besoins non exprimés par les membres de la famille, ce qui favorise la cohésion et l'harmonie familiale et renforce la richesse émotionnelle et affective de la famille. En dépit de ces résultats, il serait intéressant d'introduire dans les programmes de formation destinés aux étudiants, successeurs potentiels, le développement des compétences sociales et relationnelles qui nous aidera à sauver 300 000 emplois chaque année. Voici pourquoi tant d'intérêt pour les compétences sociales et les soft skills. Je clôture ma présentation par une citation de l'actrice Sophia Loren qui disait « Le principal ingrédient pour toute une bonne cuisine familiale est l'amour. L'amour envers ceux pour qui vous cuisinez. » Merci. Merci. La thèse maintenant de Stefano Valdemarin. C'est une thèse qui a été primée par l'association Atlas-AFMI. Network Development on International Organizations, The Case of Only Lyon. C'est une thèse qui a été dirigée par le professeur Ulrike Mayhofer. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Mais permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi vous êtes là?
Oui, vous. Pourquoi vous êtes ici, aujourd'hui, pour cet événement? Ah, mais je sais. Peut-être vous connaissez quelqu'un parmi les lauréats. Ou bien vous avez reçu une invitation de la part de la FNEJ. Ou encore, vous faites partie des habitués de cette remise de prix et ce qui va vous manquer le plus cette année, hélas, sera le cocktail networking. Dans tous les cas, si vous êtes ici, c'est grâce à votre réseau. Et figurez-vous que dans ma thèse en management international, je travaille précisément sur ça, sur le développement de réseaux au sein des organisations. D'une part, je m'intéresse aux individus comme vous et moi. Et oui, car je considère que nous tous, nous sommes des véritables entrepreneurs du réseau, toujours à la recherche d'informations et d'opportunités au sein des organisations avec lesquelles nous collaborons. De l'autre côté, j'étudie le comportement des organisations elles-mêmes, car pour bâtir leur propre réseau, ils ont besoin de nous, leurs membres. En tant que chercheur, j'ai conduit ma recherche au sein d'un réseau d'exception, celui de Only Lyon, la marque de la ville de Lyon, évidemment. Only Lyon est une organisation qui compte plus de 26 000 membres partout dans le monde, qu'on appelle les ambassadeurs. Les ambassadeurs font la promotion de Lyon de plusieurs façons. Par exemple, ils écrivent des articles dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Ils font venir des personnes, des touristes, visiter la ville, et même ils séduisent des entreprises étrangères pour qu'ils s'implantent dans la région. Bien sûr, comme ils font rayonner Lyon, ils sont récompensés pour ça. Only Lyon leur envoie des invitations à des événements, à des soirées, où ils peuvent se rencontrer, échanger de cartes de visite, bâtir leur propre réseau. Mais comment c'est possible de concilier le développement d'un réseau individuel avec celui d'une organisation? Pour répondre à ce type de questions, j'ai établi un protocole scientifique. J'ai rencontré des centaines d'ambassadeurs du réseau, je les ai interviewés, et j'ai conduit 2 ans et demi d'observation participantes au sein de ces structures. Le résultat? Un modèle qui met la relation au cœur des organisations. Celui-ci permet de comprendre l'interaction entre une organisation et ses membres dans toutes les étapes du processus de développement d'un réseau, dès sa création jusqu'à son expansion internationale. Mes résultats intéressent un public très vaste. Tout d'abord, les chercheurs en sciences de gestion qui travaillent sur le développement d'un réseau. En deuxième lieu, les entreprises et les organisations qui veulent développer un réseau dynamique capable de démultiplier des opportunités au sein de leur structure. Et finalement, nous tous, car c'est grâce aux relations avec les autres qu'on développe les opportunités les plus belles. Thèse primée par l'AFMAT. C'est une thèse qui est présentée par Élise Milano-Maillan. Micro-fondation de la capacité dynamique d'organisation touristique communautaire, une analyse des ressorts de l'implication individuelle. C'est une thèse qui était dirigée par le professeur Evelyne Rouby. Bonjour, mon histoire se déroule loin d'ici, dans les régions montagneuses du Mexique où des peuples vivent en communauté. Ces communautés, en situation de précarité, se sont engagées dans le développement de projets écotouristiques pour assurer leur subsistance. Toutefois, si le tourisme est considéré comme un outil de développement socio-économique, il menace les communautés locales à plusieurs égards. Pollution, épuisement des ressources, folklorisation des cultures qui portent atteinte à la dignité des peuples. Pour atténuer ces risques, nombreuses sont les communautés qui ont opté pour une forme d'entrepreneuriat durable fondée sur la participation de tous et toutes au processus décisionnel, l'organisation touristique communautaire, ou CBE écotouristique. Dans ce contexte, l'implication effective des membres de la communauté dans les stratégies touristiques est un défi majeur, mais difficile à relever en pratique. En effet, peu familiers des savoir-faire managériaux, ils doivent être capables de définir et mettre en œuvre un projet écotouristique par eux-mêmes et faire évoluer leur offre et compétences pour s'adapter à un marché en constante mutation. En d'autres termes, ils doivent développer des capacités dynamiques. Dans ma thèse, j'ai donc cherché à comprendre comment l'implication des individus dans la définition de la stratégie et sa mise en œuvre s'opère au sein de CBE écotouristique. Cette question m'a amené à croiser des connaissances dans 2 domaines de recherche, la gestion écotouristique communautaire d'une part et le courant des capacités dynamiques en management stratégique d'autre part.
Pour y répondre, j'ai mené une étude de cas comparative au sein de 2 CBE écotouristiques mexicaines portées par une communauté agraire de l'État de Veracruz fortement impliquée dans la sauvegarde de la biodiversité de son territoire et un collectif de femmes autochtones de l'État de Puebla engagées dans la préservation de la culture nawa et dans une lutte pour la défense de leurs droits. Les résultats de cette étude se situent à un double niveau. Le premier niveau analyse la capacité dynamique de chaque CBE en montrant le développement des compétences techniques et stratégiques dans le temps. Le second niveau permet d'identifier les ressorts motivationnels, cognitifs et identitaires de l'implication et montre comment ces ressorts s'articulent. La motivation des individus à s'impliquer dans le projet repose surtout sur leur capacité à en comprendre le sens général et à reconnaître sa légitimité. En revanche, leur implication effective nécessite qu'ils soient en plus capables de donner un sens concret à ce projet, accompagnés par des leaders chargés de développer différents types d'apprentissage au sein de structures dédiées. Dans un contexte autochtone, il est primordial que les individus puissent exprimer concrètement leur identité au travers des activités quotidiennes de la CBE. Ces résultats issus du contexte mexicain pourraient se décliner à des CBE similaires dans d'autres pays du monde et même s'étendre à des entreprises qui ont une dimension collaborative forte ou encore à celles qui partent de rien et où tout est à construire. Je vous remercie. Merci. Maintenant, nous allons entendre la présentation de la thèse de Pénélope Vandenbusch, thèse qui a été primée par l'AFC. Son titre, « Une analyse biopolitique de la communauté sur les plateformes pair à pair ». C'est une thèse qui a été dirigée par le professeur Claire Dambrun. Et si on partait en vacances? Destination, billet de train, reste plus que le Airbnb à réserver. Mais comment choisir? Je sais, on va regarder les notes et les commentaires. Aujourd'hui sur Internet, on trouve de plus en plus de sites sur lesquels les utilisateurs donnent leur avis en notant diverses prestations, de vrais petits auditeurs du web. Et ce ne sont pas toujours des professionnels qu'on évalue. Parmi ces sites, on trouve ces fameuses plateformes de transactions entre pairs, des structures digitales qui organisent la rencontre entre l'offre et la demande, sans transfert de propriété, qui constituent leurs utilisateurs en communauté. On les appelle aussi économie collaborative ou capitalisme de plateforme, selon le point de vue. Sur ces plateformes, n'importe qui peut proposer un service en tant que particulier ou en acheter un. Proposer une place de covoiturage, des services de bricolage ou même vendre ou acheter des plats cuisinés maison. Autrement dit, tout ce que vous savez faire ou que vous possédez peut être mis en marché. Après chaque transaction, les utilisateurs s'évaluent mutuellement sous une forme générique notes plus commentaires. Des notes chiffrées sur des critères prédéfinis? Mais ce ne seraient pas des critères de performance? Vous voulez dire qu'on serait noté sur des choses aussi personnelles que notre propreté ou notre petit plat spécialité? C'est là qu'intervient Michel Foucault et son concept de biopolitique. Pour lui, la biopolitique, le gouvernement de la vie, caractérise le gouvernement d'une société néolibérale comme la nôtre, dans laquelle chaque individu raisonne de manière économique, comme un entrepreneur de soi. Alors dans cette thèse, j'ai voulu comprendre. Sur les plateformes pair à pair, on peut en effet mettre en marché tout ce qu'on sait faire et qu'on possède. Mais si vous avez déjà utilisé une de ces plateformes, vous savez que vous y êtes appelé un membre au sein d'une communauté et que c'est souvent en référence à cette communauté que les plateformes tirent les prix à la baisse ou encore justifient la participation bénévole à l'infrastructure de contrôle par l'évaluation. Je me suis donc interrogée sur le rôle de cette référence à la communauté dans les plateformes pair à pair dans la constitution des utilisateurs en entrepreneurs de soi. J'ai interrogé des utilisateurs et des salariés de ces plateformes dans divers secteurs d'activité. Premièrement, en regardant le système de contrôle par les évaluations, je trouve que les utilisateurs sont encouragés par les plateformes à créer des profils qui permettent de se montrer à la communauté et de prouver leur authenticité, ce qui fait de la plateforme un lieu de valorisation de soi pour les utilisateurs. On retrouve une structure d'évaluation publique très positive, le négatif est caché hors de la vue de la communauté, c'est-à-dire que grâce au narcissisme des utilisateurs, les mécanismes comptables servent de vecteurs à la communauté en préservant l'apparence d'un marché très positif, ce qui permet d'attirer d'autres utilisateurs. Deuxièmement, pour organiser la circulation des utilisateurs sur les plateformes, il faut leur apprendre à se comporter comme sur un marché. Utiliser la saisonnalité pour réguler les prix, apprendre à penser en coût d'opportunité et en retour sur investissement, quitte à jongler entre les différentes plateformes. Par des mécanismes comptables de prix et d'évaluation, les utilisateurs apprennent à se transformer en actifs. Finalement, cette thèse montre comment communauté et marché se renforcent, à l'intersection des deux se crée un espace calculé et calculant. Alors, touristes ou entrepreneurs, pensez-y la prochaine fois que vous réservez vos vacances.
Merci. Thèse primée par l'AIRL maintenant. C'est une thèse qui a été présentée par Ibdissem Hamouda, les stratégies de proximité dans les relations de sous-traitance. Mise au jour et implication dans la supply chain aéronautique française. C'est une thèse qui a été dirigée par le professeur Damien Talbot. Je suis mariée avec ma thèse. Oui, vous l'avez compris, je suis juste célibataire. Je m'explique. Je discutais il y a quelques jours avec mon ami Doudou sur notre nouvelle façon d'aborder nos futures relations masculines. Et elle m'a parlé de sa dernière relation en date qui n'a pas pu aboutir en raison de la distance géographique qui les séparait et l'empêchait, elle, de s'investir. Et moi, mon point de vue était totalement opposé. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien avec ma thèse. Vous connaissez maintenant la raison de mon célibat ? Mais ce sujet est intéressant. Il existe un lien direct entre le plan personnel et le plan professionnel. Alors je veux que vous reteniez deux mots. Le premier mot, c'est le mot relation, que nous connaissons déjà tous. Et le second mot est le mot kinesthésique. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce mot réfère à une personnalité non cérébrale qui fonde ses relations sur le langage corporel. Autrement dit, avec des mots plus simples, c'est une personne qui marche au feeling. Et dans une entreprise, en matière de collaboration, le feeling est omniprésent à toutes les étapes de la relation. Mais malheureusement, la majeure partie d'entre nous ne connaissent pas l'heuristique des proximités, puisqu'il existe, oui, un outil d'aide à la décision qui permet de choisir son partenaire en fonction des dimensions proxémiques, géographiques, mais surtout non géographiques, parce que c'est un véritable dilemme. Pensez à la pandémie actuelle et vous comprendrez très bien en quoi être proche ou loin peut être un véritable tracas. Et dans la situation de mon ami Doudou, il existe bien des effets positifs, mais surtout négatifs des proximités. Alors en quelques secondes, je vous ai donné une situation managériale pertinente puisqu'il s'agit de l'arbitrage, du choix de son business partenaire dans un monde où les marges se forment bien en amont du prix de vente. C'est là la thématique de ma thèse, la perception de ce qui est proche ou loin, en tant que stratégie pour améliorer la coordination des sous-traitants insérés dans les supply chains aéronautiques mondiales où le triptyque coût, qualité mais surtout délai conditionne leur survie. Alors si on parle de stratégie, on doit pouvoir les mesurer. Oui, j'ai mesuré qualitativement et surtout quantitativement avec des équations structurelles les proximités. L'objectif, les identifier, les suivre, mais surtout les modifier dans le business model de nos sous-traitants, en prenant en compte bien sûr la perception des acteurs, parce que ce qui est proche pour moi peut être loin pour vous, et surtout les objectifs de la relation. Et dans la sous-traitance aéronautique, on distingue une relation classique, cahier des charges précis, ou alors une relation plus intégrée, un cahier des charges à réaliser à deux. Alors, certaines proximités vont être activées, par exemple la proximité sociale, parce qu'on veut travailler avec quelqu'un qui nous a été recommandé, ou la proximité organisationnelle, parce qu'on veut travailler avec quelqu'un qui est équipé. En système d'information, bien sûr. Je conclurai sur une chose. Doudou existe vraiment. Alors merci à tous les lauréats d'avoir accepté de jouer le jeu de ces pitchs. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va laisser le jury délibérer. Ce jury est composé, comme je vous le disais, pour commencer, d'enseignants-chercheurs, mais également de managers. Ils vont délibérer et donc je vous donnerai dans quelques instants le nom du lauréat de la meilleure thèse en gestion en 180 secondes. Passons maintenant aux deux autres prix de thèse FNEJ. Prix de la thèse transdisciplinaire. Ce prix est maintenant assez ancien, vous en connaissez la philosophie. Vous savez que beaucoup de doctorants travaillent sur des sujets de recherche qui sont, je dirais, qui concernent plusieurs domaines, avec toujours la difficulté de pouvoir ranger leur thèse dans un domaine ou l'autre puisqu'ils en abordent plusieurs. Nous avons décidé à la FNEJ de valoriser, de primer celle qui est concernée comme la meilleure thèse. Un jury s'est réuni, c'est un jury qui était présidé par la professeure Françoise Chevalier, que je remercie ici pour le travail accompli, mais je voudrais remercier aussi la trentaine de collègues évaluateurs qui ont lu
eh bien, l'ensemble des thèses qui ont concouru pour ces deux prix, d'ailleurs, le prix de la thèse transdisciplinaire et le prix de la meilleure thèse baromètre, dont je parlerai un peu plus tard. Merci pour l'effort accompli. Et donc ce jury s'est réuni, il a proposé, il a désigné comme lauréat de la meilleure thèse transdisciplinaire, eh bien, Pierre Lescoa, pour sa thèse « La valeur de l'individu en salle de marché ». C'est une thèse qui a été dirigée par le professeur Claire Dambrun. Nous sommes particulièrement heureux à la FNEJ de ce lauréat, puisque Pierre Lescoa est un ancien céphagien. Il a suivi le programme CEPHAG de la FNEJ. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de l'écouter présenter en quelques minutes eh bien, le cœur de son travail de recherche. Quelle est la valeur de l'individu en salle de marché? Comment les individus sont-ils évalués, sont-ils valorisés par les dispositifs d'évaluation de la performance individuelle? Pour répondre à ces questions, j'ai mené une étude empirique, qualitative, au sein des salles de marché auprès de deux types de professions, les traders de produits exotiques et les analystes sell-side. J'ai utilisé dans ma recherche plusieurs éléments empruntés à différentes théories et empruntés à différents champs disciplinaires, parmi lesquels la philosophie de Michel Foucault et notamment le concept de subjectivation m'ont permis de donner sens à mes données, c'est-à-dire comment les individus se pensent, comment les individus pensent leur performance à travers les dispositifs d'évaluation de la performance individuelle. Parmi ces formes de pensée, ces subjectivations, deux me semblent particulièrement originales. L'intégration corporelle des attentes, c'est-à-dire l'importance de la présence physique, l'importance du corps pour être évalué et pour s'évaluer, ce qui peut par exemple mener à des discriminations, notamment discrimination de genre. Deuxième élément important qui casse un peu le mythe des salles de marché comme des environnements individualistes, l'importance du collectif pour donner une valeur à l'individu et notamment une valeur financière à travers son bonus de fin d'année. Contribuer au profit ne suffit pas, il faut aussi être maître de sa réputation, être apprécié au sein de l'organisation pour espérer avoir un bon bonus. Mes contributions sont de trois types. Une contribution empirique, c'est-à-dire comprendre le travail des opérateurs de marché d'un point de vue gestionnaire n'a été encore que peu élaboré. Contribution managériale, essayer pour réguler les professions de salles de marché de mieux comprendre l'importance de l'évaluation de la performance individuelle dans leur pratique de travail et notamment les injonctions paradoxales qui peuvent les pousser à ne pas respecter la régulation. Troisième contribution, une contribution théorique. Il s'agit de réintégrer le rôle du matériel, le rôle du corporel pour comprendre les phénomènes d'évaluation dans les organisations. Merci Pierre. Dernier prix de thèse FNEJ, c'est le prix de la meilleure thèse baromètre. Titre un petit peu curieux, je vous en rappelle le sens. Tous les 3 ans, la FNEJ fait une étude, une enquête auprès de professionnels, de managers dans les entreprises pour connaître les thèmes de recherche qui leur paraissent les plus pertinents, les plus utiles aujourd'hui. Et nous avons décidé à la FNEJ de valoriser, de primer la thèse qui nous paraît la mieux répondre à ces attentes du monde professionnel. Cette année, cette meilleure thèse baromètre est attribuée à Julien Cloarec. Le titre de sa thèse, The Personalization Privacy Paradox in the Attention Economy. C'est une thèse qui est dirigée par les professeurs Lars Meyer-Warden et le professeur Andreas Munzel. Nous sommes particulièrement heureux également du fait que Julien est aussi un ancien céphagien. Il a suivi le programme CEPHAG de la FNEJ
et nous sommes particulièrement heureux que son travail de recherche ait été reconnu et primé par ce jury. Comme pour Pierre, je vous propose de passer quelques minutes à entendre Julien nous présenter son travail de recherche. Actuellement, aux États-Unis, Facebook connaît de nombreux déboires judiciaires, et notamment liés aux actions antitrust qui sont menées contre elle pour sa gestion liée à la vie privée. Cette gestion liée à la vie privée est assez problématique dans le cadre de Facebook. En effet, pour les besoins de sa plateforme, Facebook doit récolter des informations sur ses utilisateurs afin de permettre la personnalisation du contenu et de la publicité. Ceci est d'autant plus nécessaire que 98% des revenus de la plateforme viennent des revenus publicitaires. Cependant, ce qui est reproché ici à Facebook, ce n'est pas tant son business model que la façon dont il récolte les informations de ses utilisateurs. Il récolte des informations sur son site, mais également en dehors de son site. Et il peut combiner différentes informations venant de différents commerçants. Ici, vraiment, le souci posé par Facebook, c'est jusqu'à où peut-on collecter des informations, jusqu'à où on peut s'introduire dans la vie privée des consommateurs à des fins financières. L'enjeu de ma thèse, c'est de montrer le compromis entre la personnalisation et la vie privée. C'est ce qu'on appelle le paradoxe entre personnalisation et vie privée dans la littérature scientifique. J'étudie ce paradoxe sous l'angle de la confiance et aussi également sous l'angle de la justice liée à l'algorithme. Est-ce qu'un consommateur perçoit l'algorithme de personnalisation de manière juste ou non? Pour cela, je me propose d'étudier le rôle de l'éducation liée à la vie privée sur Facebook. Je montre dans ma thèse que éduquer le consommateur quant à sa vie privée a un impact positif sur la justesse d'un algorithme. Et en retour, cette justesse de l'algorithme a un impact positif sur la satisfaction liée à la personnalisation. Donc ici, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir sur les contrôles liés à la vie privée en ligne, il ne s'agit pas de proposer aux utilisateurs de se retirer automatiquement de tous les échanges d'informations. Il s'agit de proposer aux utilisateurs vraiment de choisir ce qui serait plus pertinent pour eux pour recevoir de la personnalisation publicitaire ou de contenu. Et ici, je montre que cette éducation est bénéfique à la fois pour les consommateurs qui reprennent un peu plus de pouvoir, pour la plateforme et pour les publicitaires. Car ici, on voit bien l'impact indirect positif du contrôle de la vie privée sur la satisfaction avec la personnalisation. Merci, merci et bravo Julien. Alors, il nous restait, après les prix de meilleure thèse, il nous reste encore quelques prix que je voudrais rappeler, qui sont déjà publics, mais vous savez qu'ils sont normalement délivrés lors de notre cérémonie. Il y a en premier lieu les prix des meilleurs ouvrages. Vous savez qu'il existe à la FNEJ un collège de labellisation des ouvrages et que parmi ces ouvrages labellisés, eh bien, 4 prix sont remis. Le prix du meilleur ouvrage catégorie essai a été décerné cette année à Philippe Hainaut et Gerotto Carvalho de Fransafillo. Leur ouvrage Solidarité et organisation, penser une autre gestion. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions RS. Le prix du meilleur ouvrage catégorie essai a été décerné ex aequo à Clotilde Coron. Son ouvrage Quantification en ressources humaines, usage et analyse. C'est un livre qui est sorti aux éditions IST. Le prix du meilleur ouvrage catégorie manuel cette année a été attribué à Patrice Laroche, Loris Guéry, Yves Moulin, Marc Salesina et Anne Stévenot pour leur ouvrage GRH,
Théorie et nouvelles pratiques de la fonction ressources humaines aux éditions de Bock. Le prix du meilleur ouvrage catégorie ouvrage de recherche non collectif a été décerné à Hélène Michaud pour son ouvrage « Responsabiliser pour transformer des déchets aux mines urbaines ». C'est un ouvrage qui a été publié aux Presses des Mines. Enfin, le prix du meilleur ouvrage catégorie ouvrage de recherche collectif a été décerné à Nicolas Matichazik et Marcel Guénoun pour l'ouvrage qu'ils ont dirigé et qui s'intitule « En finir avec le New Public Management » aux éditions IGPDE. Autre prix que nous décernons chaque année, nous sommes très heureux de décerner avec la CCMP, c'est le prix de la meilleure étude de cas liée à une recherche en sciences de gestion. Cette année, le prix a été décerné à Aurélie Merle et David Gotteland. Leur cas s'intitule « De la plante carnivore à la botte de ski, comment optimiser son processus d'idéation avec la pensée analogique ». Je voudrais à ce propos remercier le professeur Elisabeth Tissier-Desbordes qui s'occupe, qui gère, qui organise ce prix chaque année avec la CCMP. Dernier prix enfin, ou avant-dernier, le prix du meilleur dispositif pédagogique à l'ère du numérique. C'est un prix dont nous allons délivrer, enfin, il va être décerné pour la deuxième fois cette année. Il a été décerné cette année à Aline Skwarnek pour son projet Compétences 3.0 qu'elle a développé au sein de l'IAE de Caen. Et là encore, permettez-moi de remercier le professeur Emmanuel Lenagar qui a coordonné le jury de ce prix. Voilà, merci et bravo à tous les lauréats. Maintenant, nous arrivons à la dernière étape de cette cérémonie de remise de prix un peu particulière cette année. Vous avez assisté au pitch, c'est-à-dire aux présentations des meilleures thèses, des thèses qui avaient déjà été primées par leur association scientifique. Donc, le jury s'est réuni, donc à délibérer sur ces différentes présentations. Et je suis très heureux de pouvoir maintenant vous annoncer le lauréat, puisqu'il s'agit d'un lauréat. Le prix est décerné à David Morquin. David Morquin avait obtenu le prix de la meilleure thèse au sein de l'AIM, qui s'appelle le prix Robert Rex. Le titre de sa thèse, qui est sans doute le plus long des titres des thèses qui ont pitché, « Comment améliorer l'usage du dossier patient informatisé dans un hôpital vers une formalisation habilitante du travail intégrant l'usage du système d'information dans une bureaucratie professionnelle ». Les directeurs de thèse étaient Roxana Ologianou-Tadei et Gérald Narot. Merci vraiment à tous les candidats qui ont accepté dans ces conditions un peu particulières, sans le stress, mais aussi le soutien du public, de faire un pitch en 180 secondes de leur thèse. Merci de vous être livré à cet exercice. Félicitations à David, félicitations à l'ensemble des lauréats de tous ces prix qui inaugurent, je crois, pour chacun d'entre vous, une belle carrière dans les sciences de gestion. Merci encore à tous les membres du jury. Il y a beaucoup de travail pour organiser ces jurys, beaucoup de collègues qui passent du temps à organiser, à relire des thèses, à débattre aussi pour le choix des meilleurs prix et des meilleurs ouvrages, des meilleurs articles. Donc vraiment, merci à tous de ce travail très important. Je voudrais remercier aussi l'équipe de la FNEJ, bien évidemment, Maëlle Brumard, qui est la grande coordinatrice de toute cette opération, Vincent, qui a été notre magicien technologique pour cette session un peu particulière, Jérémy, notre responsable de la communication, qui a dirigé tout ça de main de maître. Alors vraiment, merci à tous, merci de votre attention. J'espère que sur FNEJ Média, vous allez pouvoir
revenir, revoir les pitchs, revoir les présentations des ouvrages. C'est une cérémonie un petit peu particulière qui s'achève. Je souhaite que l'année prochaine, eh bien, tous les prix puissent être remis dans une ambiance un petit peu plus conviviale, un petit peu moins distanciée, et que l'on puisse féliciter, je dirais beaucoup plus charnellement, eh bien, l'ensemble des lauréats de ces prix. Merci à tous pour votre attention et donc à l'année prochaine.